Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis malade, c'est pour ça que le micro est dans le champ, je vais pas parler fort, je me demande si j'ai pas un début d'angine ou une merde dans le genre. Alors en attendant l'épisode de demain, je voudrais juste revenir sur le quiz de vendredi dernier où vous vous êtes pas mal écharpé dans les commentaires et je vais donc vous donner le fin mot de l'histoire. Il y avait un piège, en fait toutes les histoires sont vraies, il n'y en avait pas une fausse, mais je voulais voir un petit peu ce que vous en pensiez quand même, c'est pour ça que je vous ai prétendu ça. Alors par contre ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont avancé des arguments en disant ça c'est impossible, ça c'est machin, ça c'est truc, donc on va juste revenir sur les différentes histoires que je vous ai racontées, histoire que vous compreniez bien pourquoi c'est vrai. La première c'était l'histoire de la rando sur un volcan en activité. Et il y a des tas de gens qui ont dit mais ton père est un irresponsable, voyons comment peut-on emmener un enfant sur un volcan en éruption. Alors j'ai pas dit en éruption, j'ai dit en activité, c'est-à-dire que c'est pas juste une montagne. C'est un volcan avec une chambre magmatique, une cheminée, etc. et qui fonctionne encore. Mais il n'est pas en train d'exploser. Il fonctionne par contre. Et il y a des volcans qui, quand ils ne sont pas en train d'exploser, ils sont juste, calmes. Il y a des fumerolles, il y a un cratère avec du magma au fond. On peut y aller, je veux dire, il y a des rambardes, il y a des trucs, c'est un peu aménagé. Et c'était le cas, là, notamment, renseignez-vous un petit peu. On peut monter sur des volcans en Sicile, on peut monter sur des volcans dans les Caraïbes, à La Réunion. Et moi, en l'occurrence, c'était en Guadeloupe. J'avais, je crois, 8 ans. Donc, c'est vous dire si c'était pas la mort. Mais n'empêche que c'est un spectacle intéressant. La deuxième histoire, c'est celle du pilote à 15 ans. Alors, il y a des tas de gens qui me disent c'est impossible parce que pilote de planeur, c'est à 16 ans, donc avion, ça peut pas être avant. Et la plus jeune pilote de France, de toute façon, a 17 ans. Donc, 15 ans, c'est pas possible. Sauf que si. En fait, avant de pouvoir emporter des passagers, il y a une phase pendant laquelle on vole seul, sans pouvoir emmener de passagers, c'est ce qu'on appelle le lâcher, et qui a lieu à 15 ans révolus. Et il y a une astuce que font beaucoup d'instructeurs, c'est de dire à leurs élèves, tu sais quoi, viens le jour de tes 15 ans, on te lâche le jour de tes 15 ans et ça fera de toi le plus jeune pilote de France. Alors on ne reste pas le plus jeune pilote de France très longtemps parce qu'on le reste jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui ait la même idée. Donc c'est l'affaire de, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines. Mais pendant ce temps-là, j'ai été le plus jeune pilote de France. Et oui, on peut voler seul dans un avion à 15 ans. Le fait que la plus jeune pilote de France ait 17 ans, oui, bon, peut-être, mais c'est la plus jeune pilote. Et il se trouve, pour fréquenter les aéroclubs, que des nanas, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est bien possible que la plus jeune ait 17 ans, mais que le plus jeune en ait 15. Ensuite, j'ai effectivement assisté à un décollage d'Ariane 5 et pour ça, je vais quand même vous raconter un petit peu plus globalement l'histoire parce que ça implique l'histoire d'après. Mon père travaillait pendant un temps chez Bata France, qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est lui qui était chargé de l'aménagement des magasins. Et ce faisant, il était amené à aller dans tous les magasins où il fallait vérifier un truc ou refaire ou que sais-je. Et c'était à une époque où c'était pas encore la crise et où Bata laissait les miles à ses employés. Quand on voyage avec Air France, on a des points. Bon, et ben la boîte laissait les points à ses employés, ce qui fait que de temps en temps, les employés avaient des billets gratos. Surtout quand on voyage beaucoup. Et là, en l'occurrence, il allait en Guyane à la suite d'une émeute à Cayenne où le magasin avait brûlé, il fallait donc le refaire. Et vu qu'il partait, je ne sais plus combien de temps on est parti, on a dû partir 2 bonnes semaines, il a dit écoute, si tu veux, tu viens avec moi. Donc j'ai dû sécher 2 semaines de cours, mais je ne regrette pas une seule seconde, parce qu'une fois à Cayenne, donc pendant environ une semaine, il s'est occupé de la supervision de cette histoire de magasin-là. Ensuite, on a pu assister au décollage à Kourou d'une Ariane 5. Ça devait être le vol 115 dans ma mémoire, c'était fin d'année 98 ou 99, un truc comme ça. Donc oui, j'étais jeune, et ceux qui disent c'est pas possible, Ariane 5 a décollé en 98, tu pouvais pas, t'étais pas jeune à l'époque. Si, j'avais 12 ans. Bon bref, on a donc assisté au décollage d'Ariane 5 à Kourou, et dans la foulée, on est parti quelques jours en forêt, chez un mec qui a des carbets en forêt, c'est un ancien légionnaire qui accueille des touristes en forêt pour leur montrer un peu comment c'est, quoi. Donc 2 heures de route, puis 2 heures de pirogue, et on était au milieu de nulle part. C'était vraiment l'éclate. Et ce monsieur avait recueilli un jeune tapir. Il y a des Indiens du coin qui avaient une fois bouffé un tapir. C'était une mère, et elle avait un petit. Ils avaient mis le petit à la tâche en attendant qu'il grandisse et de le bouffer aussi. Lui, il leur avait racheté, et puis il le gardait un peu comme un gros chien. Donc cette bestiole était très sympa.
Par contre, il supportait pas d'être à la tâche parce qu'il avait dû être traumatisé, on se doute pourquoi. Et il devenait complètement fou quand il y avait de la pluie. C'est-à-dire qu'il se mettait à jouer, à sauter comme un cabri et tout. Il aimait bien la pluie, quoi. Par exemple, il renversait les tonneaux d'essence. Donc le mec était obligé de les attacher pour pas qu'ils finissent dans le fleuve. Et en fait, tout ce qu'il pouvait renverser, il le renversait. Donc si jamais on passait à proximité du tapir pendant qu'il avait son petit quart d'heure de folie, il vous mettait un coup sur le côté. Et quand un grand machin comme ça vous met un coup, vous valsez comme... je sais pas, comme le capitaine Haddock dans Tintin et le Temple du Soleil. Donc je me suis effectivement fait renverser par un tapir dans la jungle guyanaise. Et j'ai utilisé le téléphone par satellite, donc Iridium, d'un mec qui était là aussi, pour appeler ma maman le soir de Noël, parce qu'on a passé le réveillon de Noël en forêt, et je lui ai raconté cette anecdote. Sur le fait que je suis contrebassiste, il n'y en a pas beaucoup qui ont contesté ça, mais il y en a quand même. Je n'ai qu'une chose à vous dire, cherchez bien sur mes chaînes YouTube, il y a des vidéos de moi en train de jouer de la contrebasse. Il y a de ça 1 an et demi, il y avait une grosse crue chez moi. Alors en bas de chez moi, il y a la Saar qui passe. Comme le Saarland en Allemagne, c'est la même rivière, c'est la Saar. Et elle a ce qu'on appelle un lit mineur, c'est-à-dire le lit dans lequel elle est d'habitude, et un lit majeur. C'est une grande zone plane autour dans laquelle la rivière se déverse en cas de crue. C'est ce qu'on appelle le lit majeur d'une rivière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui ont les pieds dans la flotte quand il y a des crues, c'est parce qu'ils ont construit dans le lit majeur. Tant pis pour vous les mecs. Et ce lit majeur, quand il est inondé, en général, c'est dans les 50 cm de flotte, un truc comme ça. Je le sais, j'habite là, j'ai l'habitude, etc. Mais le jour-là, la crue avait l'air un petit peu plus importante. Et de l'autre côté, il me semblait qu'il pouvait y avoir une photo à faire. Alors je me suis dit, je ne vais pas traverser à pied, parce que si je tombe, 50 cm de flotte, ça suffit à vous faire tomber, à vous faire perdre l'équilibre. Donc si je tombe, je risque de me retrouver 50 km plus loin, tout bleu, avec les poumons remplis d'eau. Donc je me suis dit, je vais passer en bagnole. À l'époque, j'avais encore ma petite Corsa, et... qu'on se le dise, c'est robuste, un machin comme ça. Ceux qui disent on ne peut pas le faire, je vous le dis, on peut le faire. Donc je suis entré dans la rivière et j'ai bien fait d'y aller en voiture parce qu'en fait, ce n'était pas 50 cm qu'il y avait, c'était plus d'1 mètre. L'eau me passait par-dessus le capot. Donc forcément, je me suis dépêché de passer. Alors ceux qui demandent si l'eau rentre dans le pot d'échappement, il n'y a pas de problème, il y a les gaz d'échappement qui repoussent la flotte. Par contre, si ça rentre par le filtre à air, oui, c'est plus moche parce qu'on noie le moteur. Donc quand l'eau a commencé à passer au-dessus du capot, que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de profondeur que prévu, je me suis dit, je peux pas faire demi-tour là au milieu, il faut que j'aille de l'autre côté. Donc je suis allé de l'autre côté. J'ai encore pu faire 200 mètres avant que la voiture ne cale, parce que oui, l'air à l'entrée du moteur était trop humide, mais comme c'est un moteur à carburation, il suffit de l'ouvrir, d'aérer un peu et le moteur repart. Ne faites pas ça avec une voiture à injection, par exemple. Vous allez fusiller le moteur. Et oui, dans une vieille voiture avec des tas de trous insoupçonnés dans la carlingue, l'eau rentre dans l'habitacle. Oui. Et non, je n'ai pas de photo à vous montrer parce que finalement c'était tout pourri de l'autre côté, donc j'ai trempé ma voiture pour rien. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait de bonnes photos, en cherchant à les faire. Mais on n'y arrive pas toujours. L'histoire avec le pitbull a été beaucoup contestée, cependant il y a quelques personnes qui ont eu la remarque intelligente de dire « mais cette histoire elle n'est pas contextualisée ». Et c'est vrai que c'est super important. Alors déjà, un petit message pour tous ceux qui disent « ouais, de toute façon on peut pas se battre contre un pitbull, parce que bon le pitbull il a des grosses mâchoires, et puis il lâche pas, et puis voilà il va te tuer si tu te bats avec et tout ». Alors les gens, en fait le pitbull il fait intégralement partie de l'histoire, parce qu'un pitbull c'est pas méchant. Je veux dire, si le maître est con et le rend con, le dresse au mordant, oui, il peut être méchant. Mais à ce moment-là, c'est pareil avec un Yorkshire. Si je vous avais raconté l'histoire en disant un jour quelqu'un a lancé son Saint-Bernard sur moi et je me suis battu avec, immédiatement vous vous seriez dit « ah, c'était des bagarres de papouilles ». Mais là, personne ne se l'est dit. En fait, ce chien, il appartient à ma cousine. D'ailleurs, j'ai une photo là. Donc le chien, le voilà, c'est le chien de, vous voyez, ouais, c'est le chien de ma cousine, et ce chien m'adore. Quand il me voit, il me fait une fête indescriptible. Et il se trouve que son frangin, à elle, il a aussi un pitbull. Donc quand je débarque, les chiens deviennent complètement fous, et il suffit qu'ils les lâchent pour que les chiens me sautent dessus, me mettent à terre, parce que bon, c'est quand même des grosses masses, et je passe 10 minutes à me battre avec, mais gentiment. Voilà. Et cette histoire n'a rien d'exceptionnel, évidemment, mais simplement parce que j'ai dit pitbull, vous vous imaginiez déjà un caïd de cité qui me lâche son chien méchant dessus. Mais encore une fois, si je vous avais dit que je m'étais battu avec un Yorkshire, ça vous aurait pas choqué. Donc, rentrez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes, un pitbull, c'est pas méchant.
Le maître, éventuellement, il est méchant et peut rendre son chien con. Mais sinon, un pitbull, c'est pas méchant. Moi, j'avais aussi un chien de combat avant, les Sharpei. Sharpei, c'est le chien de combat. Eh oui. Bon, alors, l'histoire de la main qui a serré la main de Bob Marley, j'ai suffisamment contextualisé l'histoire pour que vous vous rendiez compte que c'est vrai, le monsieur qui a écrit la chanson, là, c'est David Gramont, dit Tonton David, et il habite dans le patelin à côté. J'étais en cours avec son fils, enfin voilà, donc... Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ont douté du fait que j'étais sur des scènes de crime, mais pour ceux qui ont douté, je vous rappelle juste que je suis journaliste, et donc dès qu'il y a un fait divers, je suis appelé. Donc forcément, je n'ai pas le droit de rentrer sur la scène de crime, parce qu'elle est protégée pour éviter de la polluer pendant que les mecs font leur enquête. Mais je suis genre à la limite, du truc police do not cross, hein, encore qu'en français c'est pas écrit comme ça, et puis je discute avec les gendarmes pour savoir ce qui s'est passé quand même. Et le Maccabée, souvent il est pas loin, je l'ai dans mon champ visuel, mais on fait pas de photos, parce qu'on passe pas de photos de Maccabée dans mon canard à moi. On est un petit peu respectueux quand même. Quant à l'effet Biffle-Brown, c'est pareil, que dire de plus que c'est vrai. Il paraîtrait, j'ai vu ça dans les commentaires, que Experiment Boy Baptiste a fait une vidéo dessus, je sais pas, allez voir, il paraît. Et ceux qui disent « tu peux pas sortir 150 000 volts d'une télé », alors comme ça, là, non. Mais j'ai dit qu'on a détourné l'alimentation, on n'a pas juste branché 2 câbles sur la télé, hein. On a récupéré l'alimentation de la télé, et un pote à moi un peu balèze en électricité, en électronique, je ne sais pas trop, m'a bricolé un montage, il l'avait fait en plus dans une belle boîte isolée et tout, pour réussir à taper 150 000 volts à partir de composants récupérés dans, non pas une, mais 2 vieilles télés. Allez, soyons honnêtes. Bon. Mais n'empêche que l'effet Biffle-Brown, cherchez un peu, vous allez pouvoir trouver, c'est assez marrant. Donc la plupart de ces histoires, vous le voyez, quand elles sont racontées comme ça, elles n'ont rien de vraiment exceptionnel. Si un jour vous pouvez voyager, crapahuter sur un volcan, sans que ce soit dangereux, aller dans la forêt vierge, c'est un petit peu, enfin c'est plus loin, pas forcément, ça dépend du volcan, mais je veux dire, faites des choses dans la vie. Ma deuxième chaîne où je fais de la photo, j'ai un collègue, lui il finit toutes ses vidéos par « sortez, faites des photos ». Moi, à la fin des vidéos, c'est lever les yeux au ciel, soyez astronogeek. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Sortez de chez vous. YouTube, c'est un bon début pour apprendre des choses. Mais après, il y a le monde qui vous entoure. Allez-y, faites des choses. Même si vous n'avez pas l'argent pour aller à l'autre bout du monde, vous avez sûrement assez d'argent pour faire 50 bornes et aller voir les choses qui sont autour de chez vous. Commencez simplement par les musées, j'en sais rien, mais sortez de chez vous et filez à bouffer à votre cerveau. On n'en sait jamais trop dans la vie. On n'a jamais trop d'expérience, on n'a jamais fait trop de choses dans la vie. Donc allez-y, faites des choses, découvrez des choses et ça vous fera des tas d'histoires marrantes à raconter au dîner en famille ou entre amis. Sur ce, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Et puis c'est tout, donc à la revoyure.